Quand on pense à la forêt québécoise, l'image qui vient en tête est assez simple, non? Oui, Des kilomètres d'arbres, des bûcherons, des gros camions qui transportent des billots de bois. C'est l'image d'une industrie de ressources presque brute. c'est l'image d'Épinal, oui, la carte postale. Une image qui est puissante, mais qui, honnêtement, en lisant les documents qu'on a devant nous, semble dater d'une autre époque. C'est exactement ça. On a ici toute une pile de sources, Ah ah. un rapport économique de PwC, le bilan du forestier en chef, des extraits du fameux règlement sur l'aménagement durable des forêts, Qui est très, très technique en passant. très technique, oui, puis une note sur la main-d'œuvre. Et ce qui en sort, c'est une tension constante. C'est ça. Entre une industrie qui doit innover pour survivre, tu sais, sur la scène mondiale, puis en même temps, un des secteurs les plus surveillés, les plus réglementés du Québec. C'est ce fil conducteur qu'on va suivre aujourd'hui. Oui, on veut comprendre comment on peut créer de la richesse, développer des produits de haute technologie, tout en naviguant dans un cadre qui est d'une précision là, quasi chirurgicale. C'est vraiment la question centrale. Totalement. Notre mission, donc, aller au-delà de la bûche. On veut explorer cette réalité complexe, puis on va commencer par la base, ce qui peut sembler le plus aride, mais qui est au fondement de tout. Les règles du jeu. Les règles du jeu, le fameux règlement sur l'aménagement durable. C'est quelque chose. On ne se lance pas dans la coupe forestière comme on part cueillir des champignons, là. Dans le mesurable, on sent vraiment une volonté de traduire l'objectif de durabilité en actions très précises sur le terrain. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce qui t'a frappé? Ben, un exemple qui m'a vraiment marqué, c'est le concept de la lisière boisée. OK. C'est l'obligation de garder une bande d'arbres d'au moins 20 mètres de large, le long des lacs, des cours d'eau. Ah oui! Mais c'est pas juste une bande intouchable. On peut y faire une coupe, mais une coupe partielle. On peut pas enlever plus de 40% des arbres. C'est d'une précision millimétrique. Et cette précision-là, on la retrouve partout. Prends la traversée des cours d'eau. C'est un enjeu majeur pour l'écosystème. Ouais. Le règlement interdit à une machine forestière de circuler dans le lit d'une rivière. La seule exception, c'est pour installer un pont ou un ponceau. Et même là, Et même là, c'est incroyable. Un seul passage aller-retour est autorisé pour faire les travaux. Un seul. l'idée, c'est vraiment de minimiser la perturbation du sol, de l'habitat aquatique, au strict minimum. Quand tu lis ça, là, tu comprends que la forêt, c'est tout sauf le Far West. C'est un milieu qui est surveillé de très, très près. Et ça va encore plus loin avec la protection des espèces. Oui! Le règlement peut interdire toute activité forestière dans certains habitats critiques, pas juste la coupe, là, toute activité. Comme quoi, par exemple? On parle d'une aire de mise-bas du caribou, par exemple, ou une falaise où niche une colonie d'oiseaux. Même un habitat de rat musqué, j'ai lu. Ben, un habitat du rat musqué peut être sanctuarisé. Ce sont des zones d'exclusion. La protection de la faune a la préséance absolue sur l'économie. Et j'imagine que toute cette complexité-là, avec le calcul des lisières, la gestion des habitats, ça exige une main-d'œuvre de plus en plus spécialisée. Ben oui. C'est pas juste des opérateurs de machinerie, ça doit compliquer le recrutement, on y reviendra. C'est un excellent point. Ça crée un lien direct. Le niveau de technicité est... Ben, on frôle l'ingénierie civile. Vraiment. Oui, les annexes du règlement, par exemple, elles expliquent en détail comment un ingénieur forestier doit calculer le débit du pointe d'un cours d'eau pour choisir la bonne taille de ponceau. C'est pas une blague. Non, non, il faut tenir compte de la superficie du bassin versant, des types de sol, de la pluie. C'est de l'hydrologie pure. Et l'objectif est double, j'imagine. Exact. Assurer que le chemin forestier ne sera pas emporté par une crue, mais aussi garantir que le poisson pourra toujours circuler librement. C'est fascinant, mais tout ce niveau de détail, qui est essentiel pour la durabilité, ça doit avoir un revers. Pour une petite PME forestière, juste de s'assurer de respecter chaque virgule de ce règlement, ça doit être un fardeau administratif assez lourd. C'est la tension dont on parlait au début. Les sources n'en parlent pas explicitement, mais c'est une implication claire de cette complexité. Ça demande des ressources, de l'expertise, des ingénieurs, des biologistes. C'est pas anodin. Non, ça structure l'industrie. Et ça favorise probablement les entreprises qui ont les reins assez solides pour gérer cette complexité-là. D'accord. Donc, une fois qu'on a navigué dans ce labyrinthe réglementaire, on peut enfin parler d'économie. Oui, Et là, les rapports, surtout celui de PwC, dressent un portrait d'une industrie qui a dû se réinventer après une crise majeure dans les années 2000. absolument. Le message est clair. Le statu quo n'est plus une option. Le modèle traditionnel basé sur la première transformation, C'est-à-dire? essentiellement scier du bois pour en faire du bois d'œuvre,
le fameux 2 pour 4. OK. Ce modèle-là est devenu trop vulnérable. Le rapport de PwC met le doigt sur le bobo avec un chiffre percutant. Lequel? 92 % des exportations de produits du bois québécois vont aux États-Unis. Wow, 92 % c'est une dépendance énorme. Énorme. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un conflit sur le bois d'œuvre, puis Dieu sait qu'il y en a eu, c'est toute l'industrie québécoise qui retient son souffle. Exactement. Et le rapport de PwC suggère pas tant de vendre les mêmes produits ailleurs. La vraie solution, c'est de vendre des produits différents. À plus haute valeur ajoutée. C'est là que se trouve la clé de la résilience. C'est l'idée de passer de l'exportation d'une matière première brute à l'exportation de savoir-faire, de technologie. D'où l'importance de bien comprendre les différents niveaux de transformation. Oui. Les documents les expliquent bien. D'abord, les opérations forestières, la coupe. Puis, la première transformation, scierie, pâte et papier. Et enfin, le nerf de la guerre. La deuxième et la troisième transformation. Et c'est là que ça devient passionnant. Oui, on parle de maisons préfabriquées en usine, de panneaux de bois d'ingénierie comme le bois lamellé-croisé. Qui permet de construire des édifices en bois de plusieurs étages. Exact. Des charpentes de toit complexes, des composantes de meubles, des produits qui incorporent beaucoup plus de design, de technologie et, au final, de valeur. Et les chiffres de 2019 montrent qu'il y a déjà un écosystème en place. Oui, c'est ça qui est encourageant. Plus de 750 entreprises dans cette deuxième et troisième transformation. C'est pas juste un concept, c'est une réalité économique. Et ce qui est particulièrement intéressant si on regarde la carte du Québec, c'est la géographie de l'industrie. Le graphique à barre du rapport est très clair là-dessus. OK? La coupe puis les scieries sont logiquement concentrées dans les régions ressources. Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. C'est ça. Mais les usines de troisième transformation, elles, on en trouve partout. En Montérégie, en Chaudière-Appalaches, près des grands centres. Ah, ça c'est intéressant. Ce qui veut dire que la richesse de la forêt ne reste pas captive des régions d'abattage. Elles se diffusent. Elle se diffuse, elle crée des emplois de haute technologie dans des parcs industriels à côté de Montréal ou de Québec. Ça change complètement l'image de l'emploi forestier. Totalement. Et l'impact est colossal. Prenons juste un sous-secteur, la préfabrication de bâtiments en bois. Les graphiques circulaires du rapport sont éloquents. Qu'est-ce qu'ils disent? À lui seul, ce secteur génère 1,28 milliard de dollars de production. 1,28 milliard? Il soutient près de 4 800 emplois et contribue pour 455 millions de dollars au PIB du Québec. C'est la démonstration parfaite que transformer $1 de bois brut en 5 $ de produits finis. Ça crée une richesse immense qui reste ici. Exactement. Cette transition vers la valeur ajoutée, c'est clairement la voie à suivre, mais repose sur une chose essentielle. Des gens pour la faire. Oui. Et c'est là qu'on frappe un autre mur, un enjeu très humain qui ressort de toutes les sources. On est face à un paradoxe qui est assez frappant. D'un côté, on décrit une industrie qui se modernise, qui se technologise, qui a besoin de talent. Et de l'autre? De l'autre, les entreprises crient à la pénurie de main-d'œuvre. On parle de milliers de postes à pourvoir. Et en parallèle, les bancs d'école se vident. C'est ça qui est inquiétant. Oui. Le rapport du forestier en chef montre une baisse de plus de 37 % du nombre de diplômés en foresterie à l'Université Laval depuis les sommets des années 90 et 2000. La tendance est la même dans les cégeps. On est en train de perdre notre relève d'experts. C'est un vrai signal d'alarme, surtout quand on repense à la complexité des règlements qu'on a vus au début. Absolument. Pour gérer ça, ça prend des ingénieurs, des techniciens, des biologistes. Si on ne les forme plus, qui va planifier l'aménagement durable de demain? Est-ce que les documents donnent une idée de la cause de ce désintérêt? C'est une question d'image de l'industrie? Les rapports l'analysent pas en profondeur, mais on peut lire entre les lignes. On imagine le jeune qui termine ses études. D'un côté, on lui offre un emploi en région, au cœur du territoire. De l'autre, un poste dans une tour à bureau à Montréal. Même si l'industrie se modernise, elle se bat encore contre une image qui peut être plus celle de la réalité de 2024. C'est un défi de communication, de valorisation. Exact. Cette pénurie, les documents explorent quand même des pistes. La note sur la main-d'œuvre montre que le secteur est encore très homogène. Oui. 17 % de femmes, 12 % d'immigrants. Il y a une marge de manœuvre évidente pour diversifier. Absolument. Mais la piste la plus structurante qui est soulignée dans plusieurs rapports, c'est le bassin de main-d'œuvre des Premières Nations. Ah oui. On mentionne la jeunesse des populations autochtones et leur lien intrinsèque avec le territoire forestier comme un atout majeur. Ce n'est pas juste une solution à la pénurie, là. Non, c'est une opportunité de... C'est une opportunité de bâtir une gestion forestière plus intégrée qui inclut les savoirs traditionnels et les priorités des communautés. C'est une perspective fondamentale pour l'avenir. Bon,
On a parlé de la réglementation, de l'économie du bois, des défis humains, mais en lisant les sources, j'ai réalisé que l'histoire économique de la forêt ne s'arrête même pas à l'arbre. Non, en effet. Il y a tout un univers de produits qu'on appelle non ligneux. C'est un pan de l'économie forestière qui est souvent dans l'ombre, mais qui est vital pour plusieurs communautés. On parle de produits qui vont de la table des fêtes à la pharmacie. Commençons par le plus festif, les arbres de Noël. Oui, Le rapport du forestier en chef nous apprend que le Québec est le plus grand producteur au Canada. On pourrait croire que c'est une industrie en pleine forme. mais c'est pas si simple. Non, elle est en crise. Pourquoi? La concurrence des arbres artificiels importés de Chine est féroce. Le rapport cite un chiffre qui donne le vertige. En 2012, le Canada a importé pour 55 millions de dollars d'arbres en plastique. 55 millions. C'est une pression immense sur les producteurs d'arbres naturels qui doivent compétitionner avec un produit de masse à bas coût. Autre produit vedette qu'on connaît bien, le bleuet sauvage. Mhm. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord dominent la production. Mais là encore, la compétition est forte. Oui, la Colombie-Britannique et les États-Unis, surtout le Maine, sont des joueurs majeurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la filière québécoise essaie de se démarquer. Comment? On mentionne le développement de certifications, comme l'appellation bleuet sauvage boréal, pour miser sur la qualité, le terroir, l'origine. C'est une stratégie de valeur ajoutée, mais appliquée à un petit fruit. Exactement. C'est fou de penser que toute cette économie repose sur l'arbre. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est découvrir des filières qui n'ont presque rien à voir avec la planche de 2x4. On passe de l'alimentaire au pharmaceutique. C'est sans doute le plus étonnant. Dans les sous-bois de la forêt québécoise pousse une petite plante, l'if du Canada. OK. Cette plante contient du taxol, une molécule utilisée dans des traitements de chimiothérapie contre certains cancers. Vraiment? Oui, il existe aujourd'hui une filière organisée avec des permis de récolte et des usines de transformation pour extraire cette molécule. Est-ce qu'on a une idée de la valeur économique de cette filière? C'est une petite niche ou? C'est l'exemple parfait de la diversification intelligente. On ne coupe pas l'arbre. On récolte durablement une plante qui pousse à son pied. Pour en tirer un produit à la fine pointe de la science médicale, on est à des années-lumière de l'image du bûcheron. Et pour boucler la boucle des trésors de la forêt, on ne peut pas passer sous silence la faune. La chasse et la pêche, c'est pas juste des loisirs. Non, c'est un moteur économique majeur. Le rapport donne l'exemple de la chasse à l'orignal. À elle seule, elle génère 124 millions de dollars pour le PIB et soutient plus de 1800 emplois. Souvent dans des régions très éloignées. Et si on additionne toutes les activités chasse, pêche, piégeage, les retombées économiques pour le Québec frôlent les 900 millions de dollars par an. Presque 1 milliard. Presque 1 milliard de dollars. Cette industrie-là dépend à 100% de la santé des écosystèmes forestiers. Ça montre à quel point la gestion de la forêt pour le bois et la gestion de la faune sont les deux faces de la même médaille. L'un ne va pas sans l'autre. Si on fait le point, le portrait qui se dessine est celui d'un univers d'une complexité incroyable. On est parti d'un environnement hyper réglementé. On a vu une industrie en pleine mutation qui mise sur la technologie, un secteur qui fait face à un défi de relève majeur, et on termine avec une corne d'abondance de richesse, du bleuet à la molécule anti-cancer. Et tout ça nous ramène à la notion d'équilibre. La clé de l'avenir, c'est de réussir à maintenir cet équilibre fragile entre les piliers économiques, environnemental et social. Et qu'est-ce qui arrive quand on le perd, cet équilibre? Le rapport du forestier au chef donne un exemple très concret. La suspension de la certification forestière FSC, qui est une certification environnementale très reconnue, dans certaines parties du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et les raisons de cette suspension? Principalement deux choses. Les enjeux liés à la protection de l'habitat du caribou forestier et des relations jugées insatisfaisantes avec les Premières Nations. C'est un cas d'école? C'est un cas d'école. Tu peux avoir les meilleures usines du monde si tu perds ta certification environnementale parce que tu n'arrives pas à gérer l'équilibre avec la faune et les communautés, tu perds l'accès à des marchés très importants. La réussite passe inévitablement par l'intégration de toutes ces dimensions. C'est un point final très puissant. Et ça m'amène à une dernière réflexion, une question qui me reste en tête après avoir tout lu. Oui? Les sources martèlent l'importance de valoriser au maximum chaque fibre de bois pour être compétitif. C'est le mantra de l'industrie moderne, oui. Pourtant, le rapport du forestier en chef révèle qu'en 2008 et 2013, près de 5 millions de mètres cubes de bois, ce qu'on appelle les glanures, ont été laissés au sol, abandonnés en forêt après la coupe. La raison évoquée, c'est souvent qu'il n'y avait pas de marché pour ces essences-là. OK. Fait que la question qui reste en suspens,
C'est comment une industrie qui vise la plus haute valeur ajoutée, qui parle de biomolécules et de bâtiments de 12 étages, peut-elle encore se permettre de laisser une telle quantité de matières premières en forêt? Et comment on transforme ce qui est vu aujourd'hui comme un résidu en une nouvelle ressource pour l'avenir?